de coulées, hein. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Bienvenue dans ce deuxième numéro de Volcanologue français du bout du monde. Nous sommes avec Jean-Claude Touret. Et regarde, les gens vivent dans la terrasse basse. Nous sommes ici à Arequipa, dans le très joli quartier de Yanahuara, pas très loin de l'IGP, l'Institut de géophysique du Pérou, où Anthony nous attend. Mais pour le moment, immersion totale dans la ponce et la cendre avec Jean-Claude sur le terrain. Nous allons rejoindre Jean-Claude au pied du volcan Huayna Putina, l'un des volcans majeurs de la chaîne volcanique active sud-péruvienne, laissant derrière nous Arequipa, ville de plus d'1 million d'habitants. C'est dans un désert de roches blanches que nous rencontrons Jean-Claude en pleines observations et mesures. On est au contact du sol de 1600. 3,40 m hein, au total. On regarde la retombée plinienne hein, du Huayna Putina. Et ici, on s'est aperçu qu'elle mesure déjà 3,40 m. Mais c'est tout à fait raisonnable parce qu'on est proche de l'axe de dispersion majeur de la retombée. Donc on doit bien avoir entre 3 et 4 mètres à cette distance. On peut être à peu près à 8-9 km du cratère. On voit très bien la limite hein, avec la retombée. Et on voit que rien n'a précédé la retombée. Souvent, comme à Pompéi par exemple, il y a un petit peu de cendre dessous. Et là on voit les ponces immédiatement sur le sol cultivé, qui est ici. Le sol cultivé qui mesure 20 cm, et on voit que les ponces commencent tout de suite. Alors on voit que la couche est d'abord de petit calibre, mais immédiatement, à partir de là, 10 cm et surtout à partir de 20 cm, les ponces deviennent très grandes. Ça c'est frappant aussi pour la retombée du Huayna Putina. La colonne s'était formée rapidement puisqu'on voit les grosses ponces commencer dans les 10 ou 20 premiers centimètres. Alors il s'agit d'une très grosse éruption plinienne, hein, celle du Huayna Putina en 1600, avec les caractéristiques comme toute grande éruption plinienne avec 2 grands dépôts. On va simplifier en 2 grandes unités. La première c'est la retombée de Ponce, comme pour l'éruption du Vésuve en 79 qui a enseveli Pompéi et Herculanum. Donc c'est pas la retombée de Ponce qui est meurtrière pour des personnes. C'est ce qui se passe ensuite, une fois que les ponces retombent, on a toute la colonne éruptive. Il faut imaginer une colonne éruptive qui monte à plusieurs dizaines de kilomètres de haut. Des grosses éruptions de ce style, c'est 30-40 km de haut, voire plus parfois. Et cette colonne va arriver à son maximum et va s'effondrer sur elle-même. Donc c'est cet effondrement de la colonne qui va produire ce qu'on appelle des coulées pyroclastiques, qui elles sont très dévastatrices et qui tuent tous sur leur passage, vu que c'est plusieurs centaines de km/h et plusieurs centaines de degrés aussi. C'est ces 2 niveaux qu'on retrouve ici dans les quebradas. On retrouve très bien ces 2 unités. En fait, c'est une succession de coulées. Hein. Il n'y en a pas qu'une. Hein. À l'intérieur, il y en a plusieurs. Tu vois, même, tu vois déjà une limite là. Là. Puis là, tu as encore une retombée, mais de cristaux. Tu sais, il y a eu beaucoup d'étapes dans l'éruption. Ça a duré 3 semaines. Là, avec les crafts, tu sais, les Français là, au Japon, qui ont été tués par ça. Ça fait comme l'avalanche de neige, quoi. Avec l'onde, tu sais, l'onde de choc. Et ça arrive latéralement. Ça arrive latéralement, oblique. Et c'est ça qui laisse très peu de cendres sur les corps des gens qui sont tués par ça. Ils sont asphyxiés, quand ils sont morts par asphyxie et par chaleur, mais ça laisse presque rien sur les corps. Et toi, tu as des fragments, regarde. Et ça, c'est super riche en cristaux. Et les cristaux sont ségrégés, il y a une ségrégation, et ils vont au Chili ou en Bolivie, hein, les cristaux. T'as vu la taille? Donc tu dois avoir ça. Là, je te montrerai à Arica, on n'a aucune ponce, quoi. C'est vraiment des sédiments extra fins, quoi. Très fins. Comme nous à Arequipa. Nous à Arequipa, on n'a plus que du lapilli. C'est ce qu'on appelle lapilli. C'est ça. C'est plus la granulométrie, c'est beaucoup plus fin que ça. C'est encore plus fin. Ah oui, c'est beaucoup plus fin. Oui, c'est de la cendre. C'est de la cendre. Y llevó a la gente y era muy caliente, te lo respirabas. Et ça, c'est ce qui est le plus dangereux pour les maisons.
Comme l'axe de dispersion est à peu près vers l'ouest-sud-ouest, comme ça, donc idéalement, il faudrait une coupe ici pour avoir environ 5 mètres ici, dans cette zone. Lorsqu'on parle d'axe de dispersion en volcanologie, on se réfère à l'axe de dispersion du panache lors d'une éruption explosive, comme ici celui du volcan Sabancaya en activité à quelques dizaines de kilomètres au nord-ouest d'Arequipa. Le panache, qui est constitué des produits de l'éruption, se forme avec les vents dominants depuis la colonne éruptive. Lorsque les particules sont emportées par le vent, les éléments les plus grossiers ont tendance à retomber proches du point d'émission, tandis que les particules les plus fines sont disséminées parfois à des dizaines, voire des centaines ou milliers de kilomètres lors de très fortes éruptions. Dans le cas du Huayna Putina, on retrouve des particules jusque dans les glaces des pôles et en Sibérie. Le volcan se résume aujourd'hui à 3 cratères. Son activité est purement fumérolienne. En décrivant minutieusement tous les dépôts de l'éruption de 1600 du Huayna Putina, Jean-Claude récolte une quantité d'informations qui le renseignent sur la puissance de l'éruption. Il sillonne et examine le volcan sous toutes ses coutures. Et puis maintenant, ce qu'on fait, c'est que on cherche les ponces les plus grosses et les fragments lithiques, comme on dit, les fragments de roche qui sont apportés avec les ponces pour pouvoir mesurer leur diamètre et faire une moyenne. À partir du diamètre ou du calibre des fragments lithiques, on va estimer la hauteur de la colonne éruptive qui a déposé la retombée plinienne. Nous allons faire le tour complet du volcan à la recherche de ces fameux dépôts. Nous passerons au pied de 2 géants volcaniques, le Pichu Picchu et l'Ubinas. Le Pichu Picchu est un ancien volcan de plus de 5600 mètres d'altitude, éteint depuis quelques millions d'années. Composé de plusieurs centres éruptifs, la partie est du volcan a été la dernière en activité. Je cherche la cendre du Huayna Putina toujours, mais nous sommes déjà un peu au nord du principal lobe de dispersion. Alors on voit sur les volcans là-bas que c'est encore blanc, mais ici, le long de la route, ou dans les chemins, dans les marécages où sont les lamas, on n'a pas assez de cendres pour pouvoir calculer l'épaisseur exacte et puis faire une étude des grains de cendre. Et contrairement à ce qu'on voyait sur la carte, il y a déjà une quinzaine d'années, où ici, on avait des points avec des mesures qui montraient entre 20 et 30 cm de cendre. Il y a du vent, comme on le note maintenant, et puis de la neige. Donc il est possible que la cendre soit un petit peu remaniée, et puis ou alors au contraire accumulée dans les creux. Cette carte, ça serait pas ton histoire par hasard? Oui, c'est possible. Hein. On voit qu'elle est assez vieille parce qu'elle présente beaucoup de points de mesure qu'on a effectués depuis une vingtaine d'années. C'est bon. Nous roulons sur l'altiplano et ne comptons déjà plus nos arrêts, nos mesures et échantillonnages.
Au loin le Misti, puis l'Ubinas, un géant bien connu de Jean-Claude qu'il a étudié pour élaborer, avec ses collègues péruviens, une carte des risques très utilisée par la protection civile et l'INGEMET, l'Institut géologique, minier et métallurgique, qui a son propre observatoire volcanologique à Arequipa. On voit le volcan Ubinas qui est actif, hein, c'est le plus actif du Pérou. Il a fait des éruptions en moyenne tous les 20 à 25 ans. Hein. Et on voit bien que la vallée qui est peuplée ici avec le village d'Ubinas qui est le principal village, mais aussi d'autres villages qu'on trouve tout près du volcan, Anascapa, Querapi, on voit bien qu'ils sont tous situés dans la vallée, dessous le volcan, donc à proximité du cratère. En plus, on voit que ce volcan, il est ouvert par des fractures et on voit très bien que plusieurs fragments du volcan sont descendus et ont formé une sorte d'avalanche qui s'est propagée en direction de la vallée. On peut avoir des lares s'il pleut et si on a de la neige. On voit bien que la rivière concentre tous les écoulements en direction de la vallée principale, mais un des dangers principaux, plutôt, mais qui est plus rare, c'est le fait que le volcan s'écroule en direction du sud et du sud-ouest. C'est Querapi qu'ils ont déménagé. Querapi, ils ont déménagé, c'est le village qui est là-bas, qui est à peine à 4 km du cratère. Il était à 4000 mètres d'altitude. Ah oui, 4000 mètres d'altitude. Ils ont déménagé les gens au bord de la mer. À grande distance, oui, avec les animaux. Alors je ne sais pas du tout s'ils sont allés au bord de la mer ou s'ils sont allés plus bas là, mais c'est vrai qu'on avait l'intention de les envoyer jusqu'à la côte et en fait ils ne s'adaptent pas à ce milieu-là. Hein ouais. Descendons à présent dans la vallée du Rio Tambo. I'm gonna roll down the river now. And I ain't taking anybody. Auparavant, on venait jusqu'à Matalaké qui est derrière nous, en voiture, jusqu'à Kandawa, et la route n'était pas effectuée. Donc on prenait des mules et on venait par ce chemin-là, ensuite par le col, et au bout de 2 jours, on pouvait arriver à Kinistaquias, où on était il y a quelques jours. Et en fait, donc c'était déjà la recherche de ces épaisseurs des émissions du Huayna Putina. On essaye de reconstituer tout l'événement de 1600, qui est assez extraordinaire. Hein. Son volume a été absolument considérable, d'ailleurs l'un des plus importants pour toute l'Amérique du Sud dans la période historique. Mais ensuite, notre but, oui, c'est d'élaborer un scénario pour prévoir une prochaine éruption dans la région. Et espérons qu'elle ne soit pas de cette puissance de celle de 1600. Hola Saïda. Bonjour Saïda. Est-ce qu'on peut dire que pour toi, tu suis une formation en stratigraphie? Oui, je poursuis ma thèse de prégrade en master avec le docteur Jean-Claude. Avec son appui,
et aussi avec l'appui de l'Observatoire volcanologique de l'INGEMET. Lors des sorties de terrain, nous représentons ce que sont les colonnes stratigraphiques. Nous pouvons décrire en détail les colonnes. Prenons également des mesures des plus grosses ponces et des lithiques pour calculer le volume et la hauteur de la colonne éruptive. Et à présent, nous allons aussi calculer le volume et la densité des dépôts. Nous allons étudier les différents niveaux de la retombée et de la coulée pyroclastique. C'est beaucoup de travail. Oui, beaucoup. Et il fait très chaud. Nous laissons travailler Saïda et il est temps pour nous de repartir à Arequipa, où Anthony nous attend à l'IGP, l'Institut de géophysique du Pérou. Saïda, qui travaille avec Jean-Claude, qui le suit, on est ici à l'IGP, ça nous rappelle des souvenirs. Ah bah totalement, ouais, bah c'est comme ça qu'on a commencé, donc avec Jean-Claude, il y a quand même pas mal d'années, en 97, 98, donc Jean-Claude a quand même drainé une quantité d'étudiants hallucinants, hein. C'est des dizaines d'étudiants français et péruviens, bien entendu, sur les volcans du sud Pérou. C'est comme ça qu'on a commencé nous aussi, avec Jean-Claude, quand on était au début de nos études de géologie. C'est vrai qu'il a fait un énorme travail, on aimerait à ce sujet vous faire partager un témoignage d'un de ses collègues, volcanologue ici au Pérou, qui a une toute belle carrière internationale aussi, et faire connaître Lily, sa femme, qui fait un travail extraordinaire dans le sud du Pérou, aussi en volcanologie. Et on se retrouvera avec Jean-Claude dans les Quebradas à Arequipa. Exactement. Dans les années 90, le Pérou, bien qu'il ait une chaîne de volcans actifs, ne la connaît que très peu. Il y avait peu d'études et il n'y avait pas de groupe de travail au niveau national pour cela. L'arrivée de Jean-Claude a permis de réunir un groupe d'étudiants. À partir de là, ces étudiants, qui pour la plupart d'entre eux ont obtenu un master ou un doctorat en France, ceux-ci ont mis à profit leurs connaissances et actuellement, il y a des groupes de travail au niveau national, pas seulement en géophysique, mais aussi à l'INGEMET, et qui peuvent donc assumer la recherche et la surveillance de tous les volcans. Et Jean-Claude, en poursuivant ainsi, est devenu un peu comme le père qui a provoqué le grand changement. Il y a eu une étape pré-Touré sur la connaissance des volcans et une étape actuelle où le Pérou compte avec des compétences affirmées, importantes, dans le développement d'observatoires volcanologiques. Et dans ce sens, l'apport de Jean-Claude a été inestimable. Il a reçu une reconnaissance nationale lors de congrès grâce à son travail. Nous replongeons dans la vallée du Rio Tambo. Pourquoi pas lancer une partie éducation? J'ai fait toute ma carrière avec les gamins en tant qu'institut en France. Et habitant à Clermont-Ferrand, les volcans, les expériences sur les volcans, j'avais quand même pas mal d'idées, étant donné qu'ici, rien ne se fait à ce niveau-là dans les écoles. Ça a été génial. Ça fait la 3e année que j'interviens dans quelques classes et je fais des expériences. L'important, c'est qu'ils sachent ce qui s'est passé dans leur environnement, parce qu'ici, avec les ponces partout, ils ne savaient pas d'où ça venait, comment ça se mettait en place. Et en fait, d'avoir fait des petites expériences, ils se rendent compte que le volcan s'est tombé, les ponces sont tombées, voilà, ça s'est mis en place comme ça. On va aller voir ça alors, on va les retrouver à l'école. Alors on va les retrouver à l'école, tout est prévu, les rendez-vous sont pris, les enfants attendent. C'est parti. Esta erupción se ve algo muy nítido acá alrededor del pueblo. ¿Qué se ve alrededor de su pueblo? La piedra Pómez. Eso ha salido del volcán, ha salido como lluvia. Lily a mis en place un programme depuis quelques années, dans plusieurs classes et à différents degrés, et base ses interventions sur la réflexion et l'expérimentation, avec du matériel simple et des idées ingénieuses.
que llenar bien el papel. Tenemos más pega por si acaso. Alors là, tu construis le volcan Huayna Putina. Oui, on est en train de faire le Huayna Putina. La maquette a son tuyau avec un gonfleur de matelas qui va expulser de la semoule ou de la farine pour essayer de leur faire comprendre que toutes les ponces sont sorties par le cratère et sont retombées en pluie tout autour des flancs. Il va y avoir une autre maquette d'un volcan effusif pour qu'il fasse bien la différence entre les deux. Voilà. Entonces, ponle colores mejor. Sí, pero ¿a dónde le van a poner su pueblo? ¿En qué lugar? ¿Están de acuerdo los demás? No. ¿Por qué? ¿Dónde quieren? Si es un perrito es mío. Uno que tiene una. Puedes mover un poquito y listo. Ces interventions ont eu un grand écho auprès des parents d'élèves qui, en quelque sorte, ont reçu de leurs enfants les enseignements de Lily quant à leur volcan. C'est reparti pour 20 ans? Ah oui, je suis repartie pour 20 ans. Peut-être avec un déambulateur. On sait jamais. Rendez-vous alors. À bientôt, merci Lily. Allez, ciao Rachel, merci. Un tout autre décor à présent, dans lequel nous retrouvons Jean-Claude. Nous sommes dans les quebradas du volcan Misti, qui surplombe Arequipa. Ce sont des vallées d'érosion, appelées aussi ravines, qui traversent la ville. La ville est traversée par 4 ou 5 ravines. D'ailleurs, on va en visiter une ou deux aujourd'hui. Et le risque vraiment récurrent, pratiquement une fois tous les 2 à 5 ans, c'est celui des crues torrentielles, aussi bien dans le Rio Chili que dans les ravines qui viennent du volcan. La quebrada est très étroite, donc elle peut. Elle est très étroite. Ouais, elle est très étroite, donc elle peut déborder. D'ailleurs, elle a débordé dans le passé. Il y a un virage très important là, et comme il y a un changement de pente, plus un virage, c'est des endroits de débordement absolument idéaux, si j'ose dire, pour les écoulements. Regarde, tu vois. Et d'ailleurs, quand on regarde à droite, il y a des lahards qui ne sont pas vieux du tout, des dépôts de lahards là, tu vois, dans la paroi. Il y en a plusieurs empilés, tu vois. Maintenant, le danger de la crue, les gens espèrent que ce mur de contention soit suffisant. Même les petits écoulements, ils ont laissé des traces dans le pont. Voilà. Tu vois nettement des traces de boue, tu vois. Et ben ça fait déjà 3 mètres de haut. T'arrives un écoulement là-dedans, il n'y a pas de ciment, rien. Et tu vas au moins au 2e étage avec l'écoulement, s'il déborde. Alors tu vois, toutes les maisons sont au bord même, parfois même t'en trouves qui sont pratiquement dans la terrasse basse. Pour la représentation des ravines en 3 dimensions, Jean-Claude a fait appel à Raphaël, géophysicien et pilote de drone professionnel au CEREMA, pour produire une image à haute résolution. En fait, tout ça, moi j'avais pas saisi non plus autrefois, mais en fait les gens, ils remplissent ce qu'ils appellent rayéno et ils construisent dessus. Donc ils remplissent avec les matériaux de construction des maisons détruites et avec de l'ordure. Ils remplissent le chenal. Un peu plus loin, en bas, il y a eu en 1997, il y a une maison qui est descendue dans la rivière avec la crue pendant la nuit. Il y a eu 3 victimes aussi. Et regarde, les gens vivent dans la terrasse basse. N'importe quel écoulement les atteint. Parce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais en février, ça passe difficilement sous le pont. Il y a eu un barrage de poubelles. Wow. Et ensuite, l'eau est venue, elle a crevé le barrage de poubelles et ça a érodé toute la vallée en bas. En 2011. On va voir déjà s'il n'y a pas de problème. Ouais. Raphaël, c'est typiquement des aspects de sécurité que tu mets en place. Ah ouais, c'est un peu compliqué, c'est une situation un peu particulière, son vol
On vole en ville, donc on a des conditions de sécurité importantes à mettre en œuvre. Donc on a une équipe de 6. Il faut absolument surveiller le drone pour pas qu'il tombe, quoi. Selon les besoins spécifiques en imagerie, Raphaël peut installer sur ses drones des caméras thermiques, sensibles aux infrarouges, et différents autres capteurs. À l'aide de ces logiciels de traitement d'images, il interprète ensuite toutes les données qui sont fiables au centimètre près. Le traitement des photographies prises par le drone a permis de reconstituer les quebradas, les ravines, en 3 dimensions. Sur cette partie de la ravine, par exemple, on observe des points sensibles comme les resserrements décrits par Jean-Claude sur le terrain, qui créent des entonnoirs en cas d'écoulement de gros volumes d'eau, avec un risque majeur de débordement. On observe aussi les courbes de la ravine, les zones qui peuvent être surcreusées, provoquant des effondrements, ou parfois aussi être propices à des inondations par débordement. On voit les terrasses basses, inondables, où les constructions peuvent être emportées, les murs en pierre n'ayant aucune solidité en cas de crue majeure. Les modèles 3D permettent aussi de reproduire différents scénarios d'écoulement. Les simulations montrent les limites de capacité d'une ravine et soulignent les niveaux sensibles en cas de crue. Les travaux de Jean-Claude et de son équipe sont d'une extrême importance pour la ville d'Arequipa, largement exposée aux aléas multiples. Ici les séismes, dont celui de 1868, où l'on voit sur ces images d'archives la ville d'Arequipa largement détruite. Ce séisme a provoqué la disparition de plus de 25 000 personnes dans cette région sud-péruvienne. La vulnérabilité de la ville face aux phénomènes naturels est croissante avec l'augmentation de la population depuis sa fondation au début du XVIe siècle. Arequipa est appelée la Ciudad Blanca, la ville blanche, construite en grande partie avec une roche blanche appelée le sillar. Cette roche est d'origine volcanique et rappelle un autre grand danger auquel est exposée la ville, celui des éruptions potentiellement catastrophiques des volcans environnants, volcans largement étudiés par Jean-Claude. Ici on peut voir le complexe volcanique du Chachani dans le fond, avec ses coulées qui ressemblent à de la pierre ponce, mais qui sont beaucoup plus denses, le fameux sillar, toujours exploité de nos jours. Après plus de 20 ans d'investigation, les connaissances et les rendus scientifiques de Jean-Claude sur la volcanologie au Pérou sont considérables. Actuellement, Jean-Claude poursuit toujours ses études et recherches, particulièrement dans le domaine de la prévention des risques naturels. Et puis surtout, former des plus jeunes qui maintenant étudient tous à l'IGP, à INGEMET, les volcans actifs. Voilà Jean-Claude, nous voici déjà à la fin de cette fabuleuse aventure sur les volcans du sud du Pérou. Nous voulions te remercier pour nous avoir fait partager ton énorme travail. Merci. Merci à vous. Pour avoir plus d'informations sur la volcanologie, sur la surveillance des volcans actifs du sud du Pérou, vous pouvez consulter les sites internet de l'INGEMET et de l'IGP. Et sinon, on vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro de Volcanologue français du bout du monde. À bientôt et vive la volcanologie! Jean-Claude Touret est docteur en volcanologie, professeur émérite de classe exceptionnelle de l'université Clermont-Auvergne. Il travaille dans des missions scientifiques financées par le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, et de grands projets français de type ANR. Il est rattaché au laboratoire Magmas et Volcans de Clermont-Ferrand depuis 1991. Accueilli à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, en tant que directeur de recherche, il a été affecté au Pérou. Leader dans énormément de projets non seulement au Pérou mais dans le monde entier, Jean-Claude a obtenu de nombreux prix dont le prix Philip Morris pour ses travaux sur les risques naturels en Colombie, sur le volcan Nevado del Ruiz. Il a reçu les hommages nationaux au Pérou pour sa contribution générale et l'Excellence in Review attribué par l'AGU, l'American Geophysical Union. Il est auteur d'un nombre considérable de publications internationales, membre de conseils scientifiques, organisateur de nombreux symposiums et co-responsable dans divers projets, notamment en Nouvelle-Zélande et en Indonésie. Ouais, une meute, mais aussi surtout une bouteille de bière jetée depuis un immeuble. alors, tac. Et depuis, on y va avec un casque.
On va dedans, on met le casque parce que tu sais pas ce que les gens... Bon, les gens font n'importe quoi dans la rivière, je te fais pas un dessin, et ils lancent aussi des bouteilles de bière. Ou des... Ça c'est avec qui pas. Pardon, pour avoir plus de... Voilà, c'était un essai. On recommence. C'était lui. Parce qu'il s'était fait voler son sac à l'hôtel. Et dans la quebrada, on l'a retrouvé. Il y avait des morceaux de public, des morceaux de journaux, tous les trucs de son sac, quoi. Et alors, ça l'avait plié. Tu vois? Excellent. Oh oui, c'était excellent.